Alors aujourd'hui, on va attaquer la PAC. On va attaquer la PAC. La PAC, c'est la politique agricole commune. Alors on a l'impression aujourd'hui que ça a toujours existé, que c'est de mémoire d'homme, quelque chose qui nous a toujours concernés et que ça a démarré en plus par, j'allais dire, un côté bisounours à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et que nous nous sommes embrassés et nous ne voulions plus nous battre et que d'un seul coup nous sommes devenus vertueux et que, eh bien non. Non, c'est pas comme ça que ça a démarré, c'est pas comme ça. J'ai dit la dernière fois que nous avons construit une politique pendant la période de l'après-guerre et nous l'avons construite au niveau national. Nous avons eu des idées de faire ensemble avec les autres, mais finalement, ces idées, elles ont été, j'allais dire, boostées par ce qui s'est passé en termes géostratégiques. Géostratégique, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il faut se souvenir qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les canons se sont tus, mais que parallèlement, l'Europe a été coupée en deux. C'est-à-dire que, bien entendu, il n'y avait pas d'armes qui s'agressaient mutuellement, mais il y avait une Europe dans laquelle il y avait une partie ouest de l'Europe et une partie est, et que dans la partie ouest, on avait un certain nombre de pays, en particulier la France, l'Angleterre, l'Allemagne de l'Ouest, qui étaient des pays assez peuplés, très peuplés même, et qui, à l'exception de la France, avaient perdu toute leur zone d'approvisionnement traditionnelle, qui était restée dans la partie est. C'est-à-dire que la zone d'approvisionnement normale de l'Allemagne, c'était la Prusse, et la Prusse était en Allemagne de l'Est. La zone normale d'approvisionnement de l'Autriche était en Hongrie, et la Hongrie était de l'autre côté du rideau de fer. Et nous avions pris dans l'histoire l'habitude de nous approvisionner en Ukraine, en Russie, et toutes ces zones-là étaient coupées de la zone ouest. À cause de la guerre froide. À cause de la guerre froide. Et donc, on s'est retrouvé dans une position dans laquelle nous étions dans la partie de l'Europe qui avait beaucoup d'habitants et très peu de terres, alors que du côté de l'Est, c'était des régions relativement peu peuplées et avec beaucoup de terres, mais on ne pouvait pas commercer ensemble. Donc, une prise de conscience de se dire qu'il fallait peut-être voir les choses autrement et se penser que pour des raisons stratégiques, il fallait peut-être essayer de partager, j'allais dire, nos maigres ressources agricoles pour pouvoir mieux vivre et surtout mieux vivre et surtout avoir la paix sociale. Parce que en Italie, c'était 25% de la population qui votait pour le Parti communiste. En France, on était probablement à 20%. Et donc, la peur de l'invasion des chars russes dans tous nos pays était très présente dans l'idée de nos gouvernants. Et donc, ils se sont dit qu'un des éléments importants pour la paix sociale, c'était que les peuples ou les personnes de ce peuple n'aient pas l'inquiétude d'une famine possible ou d'une pénurie possible. Et donc, on s'est décidé à faire un traité. Et le traité, on a mis du temps, mais il y a eu un premier traité qui a été le traité de Rome, qui était l'idée qu'on pouvait constituer une Europe de l'alimentation. Mais je signale au passage que ce traité a été fait donc en 1957, et ce traité a traité en même temps de l'agriculture et en même temps de l'atome. C'est pour bien montrer le côté géostratégique de la chose. C'est-à-dire qu'en même temps, nous nous donnions les moyens pour mieux réussir dans le domaine de l'alimentation, mais en même temps, on se donnait les moyens de devenir une puissance atomique, une puissance nucléaire. Et donc, il y avait ces deux choses présentes dans l'esprit des gouvernants. Mais entre 1957 et 1962, il ne s'est pas passé grand-chose. Et pourtant, quand on y réfléchit, ça fait 5 ans quand même. En 5 ans, on aurait pu faire des choses. Ben oui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 1957, la France était encore dans la bataille d'Alger. Et la bataille d'Alger, c'était la France espérait, en donnant les moyens à son armée, que nous garderions l'Algérie et que nous garderions par derrière nos colonies en Afrique de l'Ouest. Et puis progressivement, on s'est rendu compte que non,
les pays d'Afrique de l'Ouest, ils voulaient leur indépendance, et puis l'Algérie, elle a fini par être indépendante aussi en 1962. Donc, plus de système colonial qui tienne. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1961, en août 1961, les Russes ont décidé de construire un mur à Berlin. Et nous avons été en quelque sorte au pied du mur pour la politique agricole. C'est-à-dire qu'on s'est dit que si on construisait un mur, c'est qu'on en prenait pour 20 ans. Et que ça allait durer. Et du coup, on s'est dit que face à ce danger des chars russes qui pouvaient venir dans nos pays, et en même temps de cette idée que ça allait durer longtemps, il fallait prendre vraiment les moyens de faire l'Europe ensemble. Et c'est vrai que c'est plus commode. C'est plus commode. Ben oui, puis c'est plus commode de faire l'Europe contre quelqu'un que de faire l'Europe pour quelque chose. Hein. Et donc, ça fédère les forces. Hein. C'est-à-dire que ça permet d'être plus facilement alliés quand on a un ennemi commun. C'est très commode. Et on verra dans un prochain épisode que le problème de l'Europe, ça sera cette difficulté à se construire en l'absence d'ennemis quand le mur de Berlin sera tombé en 1989. Mais auparavant, en 1962, l'idée qui présidait, c'était qu'on allait partager nos crises, si je peux le dire comme ça. La politique agricole commune, c'est pas, encore une fois, une nouvelle politique dans laquelle on va mettre plein d'argent, etc. Pas du tout. L'idée est venue qu'il serait intelligent de faire en sorte de mutualiser nos problèmes entre les pays comme la France et la Hollande, qui étaient des pays qui produisaient plus que ce qui était nécessaire pour leur population, et puis l'Allemagne ou l'Italie, qui étaient des pays qui produisaient moins que ce que pouvait vouloir sa population. Et donc, on partageait les dépenses entre des pays excédentaires et des pays déficitaires. Et c'était intelligent, parce qu'il suffisait de changer la règle. Au lieu d'avoir des droits de douane dans chaque pays, d'avoir un droit de douane autour de l'Europe, et que quand des importations venaient en Europe, on prélevait une partie du prix pour pouvoir alimenter le budget agricole. Et quand il y avait des dépenses à faire à l'intérieur pour éviter l'effondrement des prix, ce budget permettait de payer les dépenses. Et donc on a fait à la limite la politique agricole commune au début pour faire des économies quelque part. Et donc tout le monde était bénéficiaire dans ce système. Oui, c'est-à-dire que c'était un système gagnant-gagnant dans lequel on partageait des soucis de pays en excédent avec des soucis de pays en déficit. Et du coup, on avait un intérêt commun à faire en sorte. Aujourd'hui encore, n'oublions pas que l'Allemagne est déficitaire, que l'Italie est déficitaire et que l'Angleterre est déficitaire. Donc aujourd'hui encore, ça peut continuer j'en profite tout de suite pour le dire, que ça peut continuer. Et donc, à cette époque-là, en tout cas, c'était bien l'idée. Alors, on a repris les éléments les plus importants qu'on évoquait à propos de Franklin Roosevelt, c'est-à-dire qu'une politique agricole moderne, c'est une politique qui fait attention à ce qui vient de l'extérieur. Donc, tout ce qui concerne les rapports entre l'Europe et ce qu'on a appelé les pays tiers, avec un système de droits de douane pour éviter qu'une importation vienne perturber le marché intérieur. On a appelé ça les prélèvements, mais grosso modo c'est un droit de douane variable qu'on a mis en place. Et puis dans certains cas contraires, et ça n'a pas été forcément une bonne chose, et dans certains cas contraires, quand on avait trop de production, pouvoir en exporter sur le marché mondial une partie, en donnant des subventions à l'exportation. C'était ça un peu l'idée. Et puis surtout, on a fait un système de stockage à l'intérieur de nos pays qui faisait en sorte que quand il y avait trop de production et que les prix s'effondraient sur le marché intérieur, on faisait en sorte qu'on puisse faire un peu de stock et de stock public auquel on n'avait pas le droit de toucher pour pouvoir éviter l'effondrement des prix. C'était assez simple. Et puis en même temps, on a eu toute une politique pour accompagner l'organisation des producteurs pour essayer d'éviter qu'on crée des crises à propos de n'importe quoi et donc faciliter l'organisation collective des producteurs pour pouvoir avancer. Et c'est ça la PAC, c'est une politique
copié un peu sur le système américain, dans lequel on fait attention à ce qui vient de l'extérieur, on fait attention à ce que le marché intérieur ne soit pas perturbé par une production trop importante, donc au besoin on en stocke une partie, et puis on fait attention de ne pas forcément produire systématiquement trop, donc il faut qu'il y ait certains instruments de régulation de la production. Voilà, c'est tout simple. Alors, en 1962, tous les pays européens ne se sont pas décidés à vouloir entrer dans la politique agricole commune. On connaît la méfiance légendaire de l'Angleterre par rapport à tout ce qui vient du continent en termes d'idées. Et donc, au départ, c'est simplement la France, l'Allemagne, l'Italie, qui sont les trois grands pays de cette première PAC, avec 3 autres pays, c'est les pays du Benelux, le Luxembourg, la Belgique et la Hollande. Donc c'est ça, les 6 premiers pays. Alors au fur et à mesure, finalement, cette politique a donné quelques satisfactions, puisque nous avons été rejoints par un certain nombre d'autres pays. Dans un premier temps, ça a été l'Espagne, le Portugal, ça a été l'Angleterre, ça a été les pays nordiques, ça a été après les pays de l'Est, et aujourd'hui on est passé de 6 au début à 27 aujourd'hui, et bientôt 28, puisque la Croatie doit adhérer demain, l'année prochaine. Donc on a une politique agricole commune qui s'est étendue progressivement, mais on reverra ça après. Donc concrètement, comment ça s'organise? C'est-à-dire que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, entre l'Espagne et la France, on peut échanger aussi librement qu'à l'intérieur de la France. Voilà. Alors, le principe du marché, ce qu'on a appelé le marché unique, le principe est le suivant, c'est que normalement, il ne devrait pas y avoir de droits de douane entre chacun des pays de la communauté européenne. Et le principe, c'est qu'il n'y ait pas de droit de douane des produits français qui vont en Allemagne ou des produits allemands qui vont en France, et que c'est le même marché et qu'il devrait normalement y avoir le même prix. Je dis normalement parce que des produits agricoles, c'est pas si simple que ça, c'est un peu compliqué et ce sont des produits qui se transportent pas toujours très bien. On est arrivé à certains exemples intéressants. Je vais prendre un exemple qui concerne la viande bovine. Les Allemands ne mangent pas de beefsteak. Nous, on raffole de ça. On préfère le beefsteak au pot-au-feu. Eux, ils préfèrent la saucisse au beefsteak. Et comme dans un animal, dans un bovin, vous avez une partie, l'avant de l'animal, il est plutôt pour le pot-au-feu et l'arrière, il est plutôt pour les beefsteaks. Et comme on n'a toujours pas trouvé le moyen de faire des animaux avec plusieurs arrières ou des animaux avec plusieurs avants, eh bien, on a trouvé un système qui est simple, qui est fait que les Allemands ne mangent pas de beefsteak et nous envoient la partie arrière, et nous, on leur envoie la partie avant. C'est pas idiot. C'est vrai que ça explique pourquoi, finalement, dans certains cas, ce marché unique fonctionne bien aussi.